2050, plus d'1 milliard d'Africains seront des citadins contre 400 millions actuellement. Une évolution radicale due à l'expansion démographique, aux migrations rurales, économiques et transfrontalières. Alors, comment mener cette révolution urbaine ? Quel visage donner aux métropoles de demain ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir l'architecte Mariam Camara, fondatrice de l'atelier Massomi basé à Niamey. Bonjour Mariam. Bonjour. Vous êtes avec nous depuis votre studio personnel à Providence, aux États-Unis. Pourquoi faut-il penser autrement l'urbanisation africaine aujourd'hui ? Je pense qu'en Afrique, on est dans une situation où l'urbanisation est en train de se développer de manière assez rapide, de manière alarmante, je devrais dire. Et cela est dû au fait qu'on a pas mal de villes qui grandissent en fonction on a des réfugiés climatiques pour le dire tout simplement, où dans un pays comme le Niger, les sécheresses entraînent pas mal d'exodes vers les villes, des villages, et qui fait qu'on sera obligé très très vite de penser à comment loger tous ces gens-là, comment bien penser l'agrandissement de ces villes et comment mettre en place les infrastructures qu'il faut. Selon vous, comment doit-on concevoir les villes de demain sur le continent ? Je pense qu'il est très très important de réfléchir nos villes en fonction de nos problématiques. En travaillant en Afrique, je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis rendu compte qu'on a pas mal de savoir-faire localement. On a un patrimoine culturel très très important et très très intéressant surtout à exploiter. Et donc du coup, c'est une situation où on a pas mal de sources d'inspiration pour créer des espaces qui sont vraiment adaptés à nos cultures, à notre manière de vivre, et de penser le futur de ce point de vue-là au lieu de penser que modernisation et créer des espaces contemporains est synonyme de créer des espaces qui sont plutôt occidentaux. Les deux ne vont pas forcément de pair et les deux ne sont pas synonymes. On parle aussi beaucoup de smart cities. Qu'est-ce que cela veut dire et quels sont les enjeux pour intégrer les nouvelles technologies ? Je pense que le concept de smart cities peut être très très intéressant pour le continent, mais en sachant, encore une fois, comme pour tout, qu'il faudrait savoir comment l'adapter aux réalités du continent. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'aveuglément adapter la notion de smart cities comme ce serait fait dans une ville comme Amsterdam ou dans une ville comme Paris ou autre. Au Niger, on a même développé un concept de smart villages, par exemple, où on prend ce concept de smart cities et qu'on réfléchit avec une population qui est à 70% rurale, donc du coup c'est très pertinent. On réfléchit à comment mettre la technologie au service de l'éducation, de l'accès aux soins médicaux, de l'accès à l'eau aussi, et voir comment vraiment aider les populations rurales et les populations urbaines aussi, bien sûr, mais que ce soit une approche beaucoup plus complète, qui ne se focalise pas que sur les villes, mais qui se focalise sur les vraies réalités et sur les vrais enjeux des pays. La dynamique est portée par des pays comme le Rwanda, l'Éthiopie ou encore la Côte d'Ivoire, la Tanzanie ou encore le Bénin. Il s'agit de la croissance économique du continent. Elle devrait être de 3,9% cette année avant de passer à 4,1% en 2021. Selon les prévisions de la BAD, la Banque africaine de développement, l'économie africaine devrait donc être dans une bien meilleure conjoncture. Les explications d'Aïssatou Bari. La croissance économique de l'Afrique s'est stabilisée à 3,4% du produit intérieur brut en 2019, selon le rapport sur les perspectives économiques en Afrique en 2020 de la Banque africaine de développement. La croissance est attendue à 3,9% en 2020 et à 4,1% en 2021. L'Afrique de l'Est a maintenu sa position de région du continent à la croissance la plus rapide avec une croissance moyenne estimée à 5% en 2019. Investir dans l'éducation, c'est investir dans le futur de l'Afrique. Les chefs d'État africains sont appelés à accélérer le développement de leur politique de formation pour répondre aux besoins du marché du travail. On estime que 12 millions de diplômés arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Pour l'année 2019, l'Afrique du Nord affiche une croissance de 4,1% contre 3,7% pour l'Afrique de l'Ouest. La croissance économique de l'Afrique s'est établie à 3,5% en 2018 contre 3,6% en 2017.
Le continent garde une ligne de croissance stable en dépit de la conjoncture économique mondiale. Lagos, une ville qui est désormais surnommée la Silicon Valley africaine. Ces dernières années, la capitale économique du Nigeria a vu émerger des start-up dans des domaines aussi variés que le commerce, l'agriculture, les loisirs, la santé ou bien la gastronomie. Alors que le pays cherche à sortir du tout pétrole, le numérique et les plateformes digitales offrent de nombreuses alternatives. Notre correspondant Moïse Gomis est allé à la rencontre de ceux et celles pour qui les réseaux sociaux sont devenus synonymes de succès. Everybody ready? Yeah, we are ready. Okay. Gina et Ikodi Audio vendent des repas via WhatsApp et Instagram. Sa principale clientèle n'a pas le temps de cuisiner à cause des embouteillages de Lagos. Alors, chaque photo de plat postée en ligne impacte son chiffre d'affaires. Sa présence active sur les réseaux sociaux lui rapporte chaque jour plus de 300 € de commandes. Les réseaux sociaux sont un moyen pour moi de mieux comprendre ma clientèle. Cela m'aide à améliorer ma marque. Je sais ainsi exactement comment me connecter à mes clients, ce qu'ils veulent et ce que je devrais leur donner. Selon certaines estimations, l'économie numérique pèserait entre 7 et 10% du produit intérieur brut du Nigeria. Nelly Agbogu appartient à ces entrepreneurs travaillant à partir des réseaux sociaux. Elle organise des formations intensives de techniques de vente grâce aux applications numériques. Via WhatsApp, chacune de ces conférences vidéo attire au minimum 500 personnes. Le nombre d'abonnés n'est pas le plus important pour réussir sur Instagram ou pour faire de vous un influenceur sur ce réseau social. Vous devez juste trouver la bonne niche, le bon marché, les bonnes personnes qui comprennent votre concept. Et c'est pourquoi la réussite n'est pas donnée à tout le monde. La carrière de Woli Agba a décollé grâce à YouTube et à Instagram. Cet humoriste a commencé par des vidéos où il dansait avec son frère. Aujourd'hui, 2,5 millions d'abonnés suivent ses comédies en langue yoruba. Résultat, les revenus de ce comédien ont très fortement augmenté. Plus nous avons pu faire grandir notre base de fans, plus nous avons eu d'opportunités pour obtenir des contrats avec différentes entreprises qui veulent que nous fassions leur promotion auprès de notre public. Ces clients sont sensibles au fait que nos abonnés nous comprennent. Et croyez-moi, lorsque des entreprises font appel à vous, ça rapporte. Depuis le boom de la téléphonie mobile, tous les géants mondiaux du numérique sont présents à Lagos. Selon la Commission nigériane des communications, 184 millions de cartes SIM étaient actives en 2019 dans le pays. Cette semaine, nous vous proposons d'explorer des solutions innovantes dans le monde de l'agriculture. En Tunisie, des startups mettent la technologie et les insectes au service de production plus rentable et plus écologique. Nous irons aussi au Sénégal rencontrer Goran Diaye. Ce pionnier de l'agroécologie a réussi à faire pousser des légumes en plein désert grâce à la permaculture. Enfin, des potagers urbains fleurissent sur les toits de Cotonou, une nouvelle façon d'assurer l'alimentation des citadins. Sécheresse, stress hydrique, augmentation du nombre de bouches à nourrir. Partout sur le continent, les agriculteurs sont confrontés à de nouveaux défis, en particulier ceux liés aux effets du dérèglement climatique. En Tunisie, 2 startups se démarquent pour proposer des solutions efficaces. L'une élève des insectes pour les utiliser comme protéines dans l'alimentation animale. L'autre se sert de la technologie pour améliorer les rendements des agriculteurs. Nos reporters Lilia Blaise et Hamdit Lili sont allés à la rencontre de ces entrepreneurs qui font bouger les lignes. Récit de Natacha Milray. Des millions de mouches en cage, un élevage peu commun. La start-up Next Protein élève ces insectes et les transforme en protéines pour l'alimentation animale. On transforme ces insectes-là en 3 produits essentiellement. 2 produits qui sont destinés à l'alimentation animale, ce sont de la farine protéinée et de l'huile. Et on a un 3e produit qui sont des déjections d'insectes, c'est un fertilisant organique qui peut être destiné au maraîchage, à l'agriculture. Après 6 ans de travail, la start-up a pu lever plus de 10 millions d'euros pour passer à une production industrielle destinée à l'exportation. Son atout, offrir un ingrédient essentiel pour une nourriture animale durable tout en protégeant l'environnement. Donc, ce que l'on fait, ce que l'on donne à manger aux insectes, c'est qu'on récupère des fruits, des légumes, des végétaux qui sont issus du gaspillage humain
et on réintroduit ça dans la boucle, dans le cycle alimentaire. L'élevage requiert également très peu d'eau, alors que la Tunisie souffre de la sécheresse depuis quelques années. Yasser Boud a cofondé Zaira, une start-up qui propose de gérer les exploitations agricoles via des logiciels intégrés qui récoltent des données depuis des capteurs au sol. C'est magnifique. On peut voir sur PC, par exemple, sur ordinateur, tous les cycles, tous les temps d'irrigation, le calendrier d'irrigation, toutes les quantités de produits injectés par parcelle, toutes les quantités d'eau au litre près injectées par parcelle. Tout le fonctionnement est lié à ce système. Dans ce verger d'orangers, l'irrigation est ainsi automatisée afin d'éviter tout gaspillage pour cet agriculteur. L'agriculteur est obligé de bien gérer est-ce qu'il y a des fuites ou pas de fuites d'eau. Mais malheureusement, avec les grandes distances de lignes d'irrigation qu'on utilise, des gouttes à gouttes, l'agriculteur il est incapable de faire ça manuellement. Donc on utilise la machine, c'est l'ordinateur qui va faire les contrôles. 68 exploitations ont opté pour cette nouvelle méthode de ferme digitale. Un début encourageant pour un secteur porteur d'avenir. Sa ferme Kaïdara a tout d'une oasis et elle est devenue symbole d'espoir pour les habitants de la région. Goran Diaye fait pousser des légumes et des fruits sur une terre desséchée en plein milieu du désert sénégalais. Il applique les principes de la permaculture. Ce précurseur met aujourd'hui ses connaissances au service de la jeune génération d'agriculteurs afin qu'eux aussi puissent vivre de leur culture. Reportage de Marc de Chalvron et Marianne Guetti. Avec ses pieds de manioc par dizaines, ses légumes et ses fruits. Difficile de croire que cette ferme a poussé sur le désert, tant la nature y est abondante. Il y a 15 ans, il n'y avait rien d'autre que du sable ici. Tout est sorti de terre par la volonté de cet homme, Goran Diaye, autodidacte et pionnier de l'agroécologie en Afrique. C'était désertique, il n'y avait pas un seul arbre ici. Tout était sec. Et c'était même un terrain de football pour les jeunes du village. Rassuré par la présence de l'eau à 4 mètres en sous-sol, Goran Diaye rachète cette terre pour une bouchée de pain et commence à la faire revivre. Il n'y avait rien du tout. Donc la première chose, c'est de restaurer la fertilité du sol, créer le premier étage végétal avec les arbres. Goran Diaye plante son premier cocotier, puis des dizaines d'autres, sous le regard incrédule des paysans de la région. Et je savais qu'ils me traitaient de fou. Ils ont vu ce désert qui était abandonné, cette terre qui n'était pas bonne, être l'une des meilleures, des plus productives de la zone. Et là, il dit, attends, il y a quelque chose, il y a un miracle là. Il n'y a pas de miracle. C'est parce que tout simplement, on a voulu changer et on y croit. Goran Diaye est le premier au Sénégal à avoir adopté la permaculture. Ce concept qui vise à créer une multitude de petits écosystèmes où, par exemple, les arbres favorisent l'éclosion d'autres cultures végétales en retenant l'humidité. Pour cultiver sous les papayers, il y avait des navets qu'il a déjà récoltés et vendus. Il y a eu de la laitue. Bon, tu as les restes de laitue qui sont là. Donc, il a cultivé des oignons. Et c'était sous les papayers. Donc, il y avait une production multi-étagée. Le tout sans aucun produit chimique. L'autre avantage est de permettre d'avoir des récoltes toute l'année et donc de garantir aux paysans des revenus réguliers. À travers son expérience, Goran Diaye entend bien mener un combat contre les cultures traditionnelles du Sénégal. L'arachide, le riz ou le mil, des monocultures qui maintiennent d'après lui les paysans dans la pauvreté et qui sont responsables de la désertification à travers la destruction des arbres. Et pour l'aider à mener ce combat, Goran Diaye a également transformé sa ferme en école. J'ai une relève qui peut bien assurer le travail. Ça, c'est mon équipe choc. Chaque année, une vingtaine d'élèves est ainsi formée à l'agroécologie.